Bienvenue pour, ce dernier mardi, du mois. Ce mois-ci, on a la chance, d'accueillir avec nous donc Élodie Blanchard pour nous parler de vaccination en pneumologie. Sachant que donc Élodie est pneumologue au CHU de Bordeaux et surtout, elle coordonne, le guide pratique de vaccination en pneumologie qui, va sortir sous peu. Alors, juste pour petit rap Pardon, pour petit rappel, hein, donc comme d'habitude, notre FHU donc c'est un projet qui a été retenu de l'appel d'offres G4 qui est labellisé pour 5 ans, donc jusqu'au 1er janvier donc 2026 et dont les objectifs sont de renforcer nos relations entre hôpital, université, unités de recherche et dans notre cadre, pour améliorer la santé respiratoire via une approche intégrée qui prend en compte les caractéristiques de l'eau dès l'enfance, l'environnement et les pathogènes avec leur interaction au niveau pulmonaire. Donc avec un certain nombre de partenaires. Donc les conférences du dernier mardi du mois, eh bien, l'idée, c'est qu'elles permettent de présenter un projet, un sujet, une donnée, une avancée, un outil, une technologique et qu'elles nous permettent à tous, eh bien, de découvrir dans des domaines qui ne sont pas forcément toujours les nôtres et pour le coup, par contre, toujours en rapport avec la santé respiratoire. Donc c'est en visio, sur Zoom. L'idée, c'est que, questions comprises, l'ensemble soit terminé, heu, pour 14 heures. Et puis un petit rappel, lorsqu'il y a des vacances scolaires et bien, on fait le mardi qui précède, de manière à pas se retrouver, à c de connectés. Et je vous rappelle également qu'il n'y en aura pas, fin août. Donc là, c'est la pause, estivale qui commencera après la conférence d'Élodie. On reprendra le 24 septembre avec une conférence, du professeur Laurent Boyer sur la sénescence cellulaire et la régénération alvéolaire dans les maladies respiratoires chroniques. Il reste encore une possibilité, donc n'hésitez pas si vous avez une idée pour, celle du 15 octobre et le 26 novembre, le docteur Damien Basile nous parlera des pleurésies infectieuses et de résultats de l'étude PK-PLEVR. Alors, je vais arrêter le partage et je vais donner la main plutôt, puisque pour l'instant je ne l'avais pas donnée, à Élodie pour qu'elle puisse nous partager, son écran et on est à tout oui, Élodie, et on te remercie encore d'avoir accepté, de te connecter et de nous parler de la vaccination en pneumologie. Ton micro est coupé, on t'entend pas. Effectivement, excusez-moi. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un grand plaisir de collaborer avec l'équipe Damien, particulièrement avec Claire et Damien, et toujours un plaisir de parler vaccination. Alors effectivement, moi je suis pneumologue au CHU de Bordeaux, euh, assez impliquée dans la vaccination via la responsabilité qui m'a été confiée de la coordination du guide pratique de vaccination en pneumologie, que l'on actualise en ce moment avec un groupe de travail assez large. Alors, j'essaie de ne pas faire de bêtises. J'ai des liens d'intérêt avec un petit peu tous les laboratoires, mais ce qui me laisse, j'ai l'impression, une liberté quand même assez nette. Alors, tout d'abord, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Qui sont les patients qui sont suivis en pneumologie? Pour les non-pneumologues, je crois qu'il y en a dans l'assemblée. Euh, Moi, j'ai l'habitude de faire 3 groupes. Les patients qui sont suivis pour un cancer bronchique, qui ont parfois des comorbidités associées. Donc, malheureusement, un patient n'est pas seulement dans un groupe. Et la particularité de ces patients, c'est qu'ils vont avoir des chimiothérapies ou des immunothérapies j'ai envie de dire, ou alors une séquence, et donc qui va influer sur le risque infectieux et donc sur la réponse vaccinale. Des patients qui sont suivis pour pneumopathie interstitielle diffuse ou transplantation pulmonaire ou atteinte bronchique de déficit immunitaire primitif. Ces patients-là, on va les mettre dans le groupe immunosuppresseur, déficit immunitaire, corticoïdes, biothérapie. Et les patients atteints de maladies respiratoires chroniques, asthmatiques, BPCO, DDB, ou les patients atteints de PID sans immunosuppresseur. Bien sûr, c'est extrêmement réducteur de mettre les gens comme ça dans des groupes, mais vous verrez que c'est pour qu'on distingue un petit peu les différentes problématiques. Alors, tout d'abord, quels sont les risques infectieux qu'on va retrouver dans ces différents groupes? Tout d'abord, les infections à pneumocoque, hein, qui vont être maximales dans les
2 premières années de la vie, puis à partir de 50-60 ans, responsables d'infections non invasives telles que les otites ou les sinusites et certaines pneumonies, ou d'infections invasives avec des pneumonies compliquées de bactériémie ou des méningites. Les facteurs de risque vont être divers et variés. On retrouve les maladies pulmonaires chroniques, mais également l'immunosuppression et l'immunodépression, avec des surrisques qui vont être un peu différents en fonction des différentes pathologies. Alors, juste pour qu'on voit un peu des données chiffrées, dans cette étude française rétrospective qui visait à évaluer l'incidence des pneumonies communautaires toutes causes et des infections à pneumocoque via le SNDS, on retrouvait une incidence de pneumonie à pneumocoque non bactériémique ou de bactériémie qui était quand même, vous le voyez, nettement plus importante chez les patients de plus de 65 ans et qui restait importante en l'absence de facteurs de risque clairement identifiés en dehors de l'âge. Donc, on voit quand même que l'âge est un facteur de risque assez net. Parlons maintenant de la grippe, autre infection respiratoire que l'on peut prévenir. C'est la 4e cause de mortalité par infection respiratoire dans le monde. En France, c'est quand même responsable de plus d'1,8 million de consultations, avec une hospitalisation grevée d'une mortalité encore lourde de 16 à 20%, et qui va toucher les 3 groupes, nos 3 groupes de patients, avec une mortalité plus importante chez les patients atteints de cancer bronchique ou sous immunosuppresseurs, que j'ai regroupés là, puisque les données sont parfois un petit peu euh, globales, j'ai envie de dire, donc ça manque un peu de précision parfois. Et puis, comme vous le savez, la grippe va être un facteur très associé à la survenue d'une exacerbation de maladies respiratoires chroniques, que ce soit des voies aériennes, asthme ou BPCO ou pneumopathie interstitielle diffuse. Et puis, au-delà de l'épisode d'infection grippale en tant que tel, il y a les complications au décours de cette infection virale qui sont maintenant un petit peu mieux connues et qui clairement apportent encore un peu plus de poids à ce fardeau. Par exemple, la publication la plus connue, c'est celle concernant la survenue d'infarctus du myocarde, qui survient 10 fois plus chez un patient qui a présenté une grippe versus un patient qui n'a pas présenté de grippe. Et puis, bien sûr, le surrisque de pneumonie compliquant une grippe. Donc, clairement, la grippe est un enjeu de santé publique avec un fardeau qui va être essentiellement porté par les plus de 65 ans et par les immunodéprimés ou atteints de maladies respiratoires chroniques. Le SARS-CoV-2 maintenant, donc je fais référence à cette petite revue de la littérature qu'on avait fait avec Claire au moment du Covid et surtout de la vaccination Covid, pour essayer de remettre un peu en perspective les différents facteurs de risque. Et on voit que quand même pour le Covid, c'est l'âge surtout qui a un poids très très important. Plus on augmente dans les tranches d'âge, plus on a un risque de décès, parce que là on parle du décès qui va être très important. Pour les maladies respiratoires, on a un surrisque aussi qui est important également, mais quand même pas tout à fait comme l'âge. Et chose importante, par exemple, chez les patients atteints de cancer, le surrisque va être de 4, mais chez un patient qui a euh, un cancer sous inhibiteur de checkpoint immunitaire, il n'y aura pas de surrisque de mortalité. Ça, je pense que c'est un message important. De la même façon, l'asthmatique contrôlé n'a pas de surrisque de décès lié au Covid. En revanche, les patients sous immunosuppresseurs et particulièrement sous MMF et rituximab vont plus décéder d'une infection à SARS-CoV-2. Le VRS, on en parle de plus en plus ces derniers temps avec l'arrivée de nouveaux vaccins dont on va parler. C'est un virus à ARN enveloppé, de sérotypes, un mode de transmission par inhalation de gouttelettes respiratoires ou par contact, une transmission très importante, surtout intrafamiliale, et c'est un virus extrêmement saisonnier avec peu d'immunisation post-infection, ce qui explique les réinfections fréquentes. Le tableau clinique, on va de rien ou un petit rhume à une bronchiolite chez le nourrisson ou chez l'immunodéprimé, jusqu'à l'exacerbation de maladies chroniques telles que la BPCO à l'asthme et jusqu'à la pneumonie. Qui sont les patients qui sont à risque d'hospitalisation associée au VRS? Cette étude américaine nous montrait dans différentes tranches d'âge que le taux d'hospitalisation par âge et par saison, enfin, l'incidence des hospitalisations augmentait en fonction de l'âge et en fonction des comorbidités associées qui étaient essentiellement
cardio-respiratoires, au premier rang desquels la BPCO, l'asthme, le diabète, l'obésité, l'insuffisance cardiaque. Donc, au total, les facteurs de risque d'infection à VRS grave sont l'âge, on l'a vu, les maladies respiratoires chroniques. Alors, dans les papiers, c'est souvent dit comme ça, ce qui est quand même, ce qui pour nous, pneumologues, est quand même très, très imprécis. Mais quand on regarde des papiers un petit peu plus détaillés, on retrouve nettement la BPCO, l'asthme quand il est sévère, la pneumopathie interstitielle diffuse et bien sûr l'insuffisance respiratoire chronique. On retrouve également les maladies cardiovasculaires et bien sûr les immunodéprimés. De la même façon que la grippe, on retrouve au décours d'une infection AVRS des conséquences, notamment un surrisque d'infection d'infarctus du myocarde dans les 7 jours qui vont suivre cette infection virale, et chez les plus âgés, une autonomie à domicile qui va diminuer. Un petit mot du zona, qui est la manifestation clinique d'une récurrence du virus VZV, varicelle zona, qui augmente, cette manifestation augmente avec l'âge de façon identique dans tous les pays. Et si on regarde cette méta-analyse qui nous donne une idée du poids des différentes comorbidités dans la survenue de ce zona, on retrouve l'asthme de façon statistiquement significative, et ça n'est pas... enfin, vous voyez, il y a 11 analyses et on a quand même maintenant des données assez nettes en ce sens. La BPCO de façon peut-être un petit peu moins nette, vous voyez que l'intervalle de confiance est un petit peu plus large, mais de façon très nette et bien connue maintenant, le cancer ou la transplantation, notamment pulmonaire. Un petit mot de la coqueluche. On est en pleine phase épidémique, donc avec une épidémiologie qui globalement est assez cyclique, avec des épidémies qui surviennent tous les 3 à 5 ans. Actuellement, on est quand même dans une situation où la circulation est particulièrement importante. Pour rappel, le diagnostic se fait par PCR. Dans la population atteinte de maladies respiratoires chroniques, l'impact de la coqueluche est un peu difficile à évaluer. Il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a une séroprévalence qui est plus importante, notamment chez le patient BPCO, mais aussi chez le patient asthmatique, qui suggère peut-être une circulation plus dense, mais ça reste des interprétations, en fait. On a besoin d'études un petit peu mieux conduites. En tout cas, il y a plus que jamais en ce moment l'intérêt d'une vaccination. Et souvenez-vous, si vous avez des patients qui ont été en contact autour d'un cas de coqueluche, que vous avez toujours la possibilité de prescrire la même antibiothérapie en fait, qui est prescrite en cas de coqueluche. J'ai mis ici l'exemple de l'azithromycine, mais d'autres antibiotiques peuvent être utilisés. Donc globalement, au fin de cette première partie, chez ces patients de pneumologie, quel que soit le groupe, on retrouve une survenue plus fréquente d'infections à pneumocoque et de zona. Quand survient une grippe, un Covid, des infections AVRS, elles sont plus graves. Et puis, ces virus respiratoires, ces bactéries telles que le pneumocoque et peut-être la coqueluche sont à l'origine d'exacerbations de maladies respiratoires chroniques, alors même que, en tant que pneumologue, on cherche à réduire le nombre d'exacerbations. Donc, quelles vont être les particularités à prendre en compte en fonction de ces différents groupes, et notamment en termes d'efficacité et de tolérance des différents vaccins? Tout d'abord, chez les patients atteints de cancer sous chimiothérapie, clairement, il va y avoir une déplétion lymphocytaire à l'instauration de la chimiothérapie qui va perdurer, bien sûr, pendant sa durée, mais également dans les mois qui vont suivre, la chimiothérapie, dans les 3 mois globalement. Enfin, c'est quand même assez subjectif tout ça. Ce qui fait qu'on va avoir une difficulté à maintenir l'immunité acquise avant la chimiothérapie et une réponse qui va être un petit peu diminuée. Donc ça, il va forcément falloir le prendre en compte. Et élément très important, c'est que dans cette population de patients atteints de cancer sous chimiothérapie, les vaccins vivants seront contre-indiqués. Pour ce qui est des thérapies ciblées, peu de complications infectieuses associées à ces thérapies et peu d'impact sur la réponse vaccinale. Sous immunothérapie, donc on l'a vu, l'effet immunosuppresseur est assez faible. En revanche, les complications immuno-induites nécessitent parfois des corticoïdes qui, eux, vont altérer la réponse vaccinale et contre-indiquer les vaccins vivants. Là, c'est un petit peu plus difficile de se positionner sur la question des vaccins vivants dans cette population. Elles sont souvent non contre-indiquées, mais évitées pour des
problématiques de pharmacovigilance et de reporting d'effets secondaires, puisque c'est quand même encore des traitements qui sont assez jeunes, j'ai envie de dire, dans l'arsenal oncologique. Chez les patients sous immunosuppresseurs, donc là, c'est une population extrêmement hétérogène, chez des patients qui sont souvent plus à risque d'infection de par leur pathologie, qui ont un historique d'immunosuppresseurs important, qui vont potentiellement avoir des colonisations bactériennes ou fongiques. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette population, les vaccins vivants sont clairement contre-indiqués quand on a une prescription de corticothérapie, mais également d'autres immunosuppresseurs, et que la réponse vaccinale va être assez variable en fonction des traitements et du moment d'injection du vaccin, mais elle n'est pas nulle. Et c'est ce qui justifie pour les vaccins inactivés notamment de maintenir cette recommandation vaccinale compte tenu de l'innocuité de ces vaccins et de la présence d'une réponse vaccinale quand même. Un petit exemple sur une toute petite étude qui date, mais qui je trouve est très visuelle, c'est le pourcentage d'individus qui a une réponse anticorps après 2 doses de vaccin à ARN messager. Donc, c'était un vaccin Covid en fonction de l'immunodépression. Et on voit bien, le 100%, c'est le sujet contrôle. Et on voit bien que le patient qui a un cancer solide, il répond peut-être un peu moins bien. Le patient qui a une hémopathie maligne en bleu foncé, encore moins bien. Le dialysé, probablement un petit peu moins bien, mais quand même pas mal. Et le pire, c'est clairement le transplanté d'organes et les patients sous immunosuppresseurs. Je trouve que c'est un exemple assez visuel de la réponse vaccinale. Et puis enfin, chez les patients qui sont atteints de maladies respiratoires chroniques, BPCO, asthme, DDB, là, en fait, il n'y a pas de problème, en fait, ni d'efficacité vaccinale, ni de problème de tolérance par rapport à la population générale. Et pourtant, on est dans une situation où la couverture vaccinale est extrêmement faible. Et si je fais référence à cette étude française qui a considéré plus d'1 million de patients atteints de BPCO, on voit qu'on atteint difficilement 50% dans certaines régions, un peu mieux dans l'Ouest peut-être, mais en tout cas une couverture vaccinale qui n'atteint pas les 75% de la cible. Donc on a encore beaucoup de choses à faire sur la couverture vaccinale grippe. Et puis c'est encore pire pour le pneumocoque, puisque cette étude-là aussi française nous montre qu'on n'atteint même pas 15% de patients atteints de pathologies chroniques ou immunodéprimés qui ont reçu un schéma complet donc en accord avec les recommandations. Et donc, on peut donc s'interroger sur quels sont les vaccins disponibles et comment on peut aider les médecins, pharmaciens, infirmiers. Maintenant, on va en reparler à mieux protéger nos patients. Alors, sur le pneumocoque, jusqu'à récemment, on utilisait un schéma combiné chez des patients qu'on identifiait comme à haut risque, donc atteints de pathologie respiratoire chronique par exemple, ou atteints de maladie cardiaque, diabétique, ou à très haut risque, et on retrouvait les immunodéprimés dedans. Et le schéma vaccinal était le même pour tout le monde. Pour l'âge, l'âge seul n'était pas la base des recommandations, c'est-à-dire que les plus de 65 ans sans comorbidité, sans pathologie chronique, n'étaient pas vaccinés. C'est toujours le cas pour le moment. On utilise toujours un vaccin conjugué à une protéine avec 13 valences couvrant 13 sérotypes de pneumocoque et qui a montré dans cette étude dite d'efficacie, une étude sur plus de 84 000 volontaires sains qui ont été vaccinés ou pas, sur la prévention des pneumonies à pneumocoque de sérotypes vaccinaux, une efficacité vaccinale de 45% et une efficacité vaccinale pour les infections invasives à pneumocoque de sérotype vaccinal de plus de 75%. Et ces résultats ont été confirmés dans des études dites d'effectiveness, donc de vie réelle. Mais le problème, c'est que comme quand on met en place un antibiotique, quand on met en place une stratégie vaccinale, on va avoir une modification de l'épidémiologie. Et ça, ce sont les données du centre de référence pneumocoque qui nous montrent que entre 2001, qui est les barres bleues, et 2008, les barres roses, l'évolution des infections invasives à pneumocoque et notamment les sérotypes impliqués dans ces infections invasives à pneumocoque ont évolué. C'est-à-dire qu'on a commencé avec du 6B, du 9V, du 14
Et puis, après l'implémentation du Prevnar 13 dans la stratégie vaccinale des enfants, notamment, eh ben, l'épidémiologie des infections invasives à pneumocoque s'est modifiée, avec maintenant l'émergence de sérotypes non vaccinaux, particulièrement le sérotype 8. Bon, il y a encore certains sérotypes, notamment le sérotype 3, qui nous posent problème, bien qu'inclus dans le vaccin. Et donc, les industriels doivent s'adapter et développer de nouveaux vaccins. Donc, deux nouveaux vaccins pneumococciques ont été développés, le PCV15, donc avec les valences du PCV13 et le 22F, le 33F, et le PCV20 avec les valences du PCV13 et les 7 autres derrière. Bon, c'est globalement la même chose pour que vous ayez de visu l'ajout des sérotypes. Ces deux vaccins sont conjugués à une protéine sur le même modèle que le PCV13. Pourquoi? Parce que la réponse immunitaire est bien plus robuste avec une mémoire immunitaire, une prévention du portage rhinopharyngé et une durée de protection plus longue. Bien sûr, les sérotypes additionnels n'ont pas été choisis par hasard. Ils ont été choisis parce que plus associés à la mortalité, responsables de méningite ou présentant une sensibilité diminuée à la pénicilline. Si on regarde les projections de couverture sérotypique avec les nouveaux vaccins pneumococciques, on passe par exemple chez le 65-85 ans d'une couverture de 33% des infections invasives à pneumocoque, en fonction des sérotypes, hein, là aussi, à une couverture de 66% si on utilise le PCV20. Donc clairement, une protection qui est bien plus importante. Donc après, il a fallu choisir, donc ça c'était le travail des autorités à l'été 2023, choisir entre une injection unique de PCV20 et une injection combinée de PCV15 associée au vaccin polysaccharidique 23 valence qui est commercialisé sous le nom de Pneumovax. Il y avait des avantages et des inconvénients à ces deux stratégies, mais la HAS a choisi la simplification du schéma vaccinal, notamment au vu des couvertures vaccinales que je vous ai montrées juste avant. Et donc, depuis juillet 2023, est recommandée l'administration d'une injection de vaccin conjugué 20 valences au lieu du schéma combiné, sans qu'il y ait de rattrapage vaccinal. C'est-à-dire que les patients qui ont reçu un schéma complet pourront recevoir un 20 valent 5 ans plus tard, pas avant. En revanche, les patients qui ont reçu l'un ou l'autre des vaccins, on pourra leur faire un 20 valent un an plus tard. Alors, pour vous mettre ça un petit peu en schéma, parce que ce n'est pas toujours très facile à expliquer comme ça. Donc, maintenant, c'est une dose unique de vaccin conjugué 20 valent. Donc, le nom commercial, c'est Prevnar 20. Pour les patients que vous avez antérieurement vaccinés par un schéma complet, il faudra attendre 5 ans avant de faire l'injection de Prevnar 20. Chez des patients qui ont reçu l'un ou l'autre des vaccins, vous pourrez n'attendre qu'1 an. Ce vaccin est maintenant disponible depuis peu. Pour la grippe, l'objectif du vaccin grippal, ce n'est pas de prévenir l'infection grippale pas sévère, c'est de prévenir les formes graves et les décès chez les patients de plus de 65 ans et les populations fragiles. Jusqu'en 2021, il n'y avait que des vaccins inactivés cultivés sur œufs. Enfin non, les vaccins disponibles sont des vaccins inactivés cultivés sur œufs à dose standard. Ils étaient quadrivalents jusqu'à la dernière saison, là, avec 2 souches virales A, 2 souches virales B. Et puis, compte tenu de la moindre circulation de la valence B, l'OMS a décidé de retirer cette valence pour les saisons prochaines. Donc, à partir de la saison 2024-2025, les vaccins grippaux seront trivalents. Ces vaccins sont d'efficacité, bien sûr, insuffisamment satisfaisante, puisque ce n'est pas du tout de 100%, c'est globalement de 50% sur les hospitalisations pour grippe. Et puis, ça dépend de la concordance entre la circulation virale et le pari qui a été fait par l'OMS de composition annuelle des vaccins. Alors, pour améliorer cette efficacité vaccinale, il y a différentes façons de faire. On peut soit adjuvanter un vaccin, c'est le cas dans d'autres pays que le nôtre, soit augmenter la dose d'antigènes vaccinaux, et c'est ce qui a été choisi en France. Donc, il y a un vaccin haute dose, c'est-à-dire à 60 microgrammes d'hémagglutinine par souche au lieu des 15 microgrammes, et qui a démontré sa supériorité sur la prévention des hospitalisations pour les plus de 60 ans. Ce vaccin, qui s'appelle Efluelda,
ne sera pas disponible pour la saison 2024-2025, mais il devrait l'être de nouveau pour les saisons suivantes. Et il sera comme les autres trivalent, c'est-à-dire que là, il n'y aura qu'une souche B. Et puis, il faut rappeler les mesures associées à la prévention grippale, c'est-à-dire les mesures barrières, le port du masque et la vaccination de l'entourage des patients. Et rappeler aussi que l'oseltamivir a une indication en cas de contagion avec un cas de grippe pour prévenir la grippe grave chez des patients avec une fonction respiratoire, par exemple, un peu altérée. Un petit mot du SARS-CoV-2. Alors, où on en est actuellement, on en est encore dans l'ère Omicron avec un variant prédominant qui est JN1, dérivé de BA2, mais également XBB 1.5, avec des vaccins qui ont été adaptés à ce variant et qui ont aussi une efficacité sur JN1. Donc, parmi toutes les plateformes vaccinales qui ont été testées pour les vaccins Covid, restent finalement les vaccins ARN messager et une alternative avec le vaccin Nuvaxovid adapté aux variants qui est commercialisé par Novavax. On n'a plus de vaccins à vecteurs viraux. L'efficacité reste conservée sur les variants circulants pour les formes sévères, et donc ça, c'est important de le rappeler à nos patients qui sont un peu las de se faire vacciner. Donc, la campagne d'ailleurs de vaccination Covid concernait essentiellement les plus de 80 ans, les résidents EHPAD, USLD, les immunodéprimés ou toute personne à très haut risque selon chaque situation médicale individuelle, ce qui est d'appréciation, on va dire, laissée aux cliniciens, dès 3 mois après la dernière infection ou injection, avec des vaccins adaptés aux variants circulants, c'est-à-dire ce que l'on a maintenant, XBB 1.5. Et il faut rappeler qu'on a quand même un traitement curatif antiviral pour les patients à risque de formes graves, tels que le Paxlovid ou le Remdesivir, qui peut quand même être très intéressant. Et peut-être qu'on aura, si besoin, dans les mois à venir, un nouvel anticorps monoclonal, mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur sa disponibilité. Où on en est des vaccins VRS? Alors, il y a 3 vaccins qui sont en fin de développement. Un vaccin qui est déjà approuvé par l'Agence européenne, disponible en France, qui est un vaccin recombinant monovalent adjuvanté, qui a montré son efficacité dans la prévention des infections respiratoires basses chez l'adulte de plus de 60 ans. Il faut rappeler que dans l'étude, les immunodéprimés étaient exclus et que les patients présentaient une comorbidité dans environ 40% des cas. Donc, ce vaccin a été d'efficacité très intéressante, globalement bien toléré. Et c'est le vaccin Arexvy qui est commercialisé par GSK. L'autre vaccin qui est également approuvé par l'Agence européenne, c'est le vaccin Pfizer, qui est approuvé chez les plus de 60 ans, mais également chez les femmes enceintes. Là aussi, c'est un vaccin protéique recombinant qui est bivalent cette fois, VRS-A et VRS-B. Efficacité démontrée dans une étude chez le plus de 60 ans. Là aussi, l'immunodéprimé était exclu. Globalement, une efficacité très intéressante, une tolérance là aussi relativement bonne. Et puis, le dernier vaccin qui n'est pas encore approuvé par l'Agence européenne de santé, en tout cas la semaine dernière, c'est un vaccin basé sur la plateforme ARN messager qui est développé par Moderna et qui, là aussi, a démontré une efficacité dans la prévention des infections respiratoires basses avec un profil de tolérance intéressant. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, ces vaccins ne sont pas strictement comparables puisque la définition de l'infection respiratoire basse différait d'un essai à l'autre. Ce qui fait que je pense que les autorités vont avoir beaucoup de mal à établir des vaccinations préférentielles pour l'un ou pour l'autre. Et effectivement, les autorités de santé sont en ce moment en train de se pencher sur ces vaccins et de voir en quoi ils peuvent être, pour qui les proposer et surtout pour qui les rembourser. Et donc, c'est en cours. On espère avoir leurs conclusions prochainement. Un petit mot de la coqueluche. La primo-vaccination est obligatoire chez l'enfant
il n'existe pas de vaccin coqueluche seul, il est toujours associé aux valences diphtérie, tétanos, polio. Le rappel est à 25 ans et le rattrapage est possible jusqu'à 39. Et jusqu'à maintenant, on est dans une recommandation de la femme enceinte à chaque grossesse, quel que soit le nombre de grossesses, l'entourage d'un nourrisson, particulièrement s'il n'est pas vacciné, chez les professionnels de santé. Chez les patients à risque, dont les patients atteints de maladies respiratoires chroniques et les immunodéprimés, dans le dernier guide de vaccination en pneumologie, les auteurs et le conseil scientifique l'avaient conseillé. Mais finalement, là, le vaccin DTP trivalent ne va plus être commercialisé et nous n'aurons que des vaccins quadrivalents, incluant la valence coqueluche. Donc, en fait, à partir de maintenant, quand on fera des rappels DTP, il y aura aussi la coqueluche. Et donc, finalement, on vaccinera bien les patients qui seront à jour de leur rappel. C'est toujours la même question. Un tout petit mot d'hémophilus. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, l'hémophilus influenza de type B, c'est la bactérie responsable des infections invasives chez l'enfant. Et il y a d'autres souches d'hémophilus influenzae non typables qui, elles, sont responsables de sinusite, d'otite moyenne, de bronchite, de pneumonie et rarement d'infections invasives. Finalement, ce sont des bactéries qui portent le même nom mais qui sont très différentes. Et le vaccin développé qui s'appelle ACT-HIB est un vaccin monovalent ou combiné aux valences DTP coqueluche. Il est dirigé contre l'hémophilus influenza de type B, responsable des infections invasives chez l'enfant. Et il a été démontré que l'utilisation de ce vaccin n'avait aucun impact sur la survenue de sinusite ou d'exacerbation de BPCO liée à l'hémophilus influenzae non typable. Donc, ce vaccin n'a aucune indication chez le patient adulte atteint de BPCO, d'asthme, DDB, ni même un patient sous anti-CD20 ou qui présente une hypogammaglobulinémie parce qu'il n'a pas d'efficacité. Et enfin, un petit mot du vaccin Zona. Il y a 2 vaccins qui sont approuvés par l'Agence européenne dans la prévention du Zona, dont le principe est la réactivation d'une immunité VZV déjà acquise. On ne va pas trop parler du vaccin Zostavax, du vaccin vivant, puisque sa commercialisation va s'arrêter. En revanche, le vaccin sous-unitaire Shingrix a maintenant été recommandé par la HAS et est remboursé avec 2 injections, enfin sur un schéma vaccinal basé sur 2 injections espacées de 2 mois. C'est un vaccin contenant une protéine d'enveloppe du VZV et un adjuvant, qui est le même d'ailleurs qui est utilisé dans le vaccin VRS de GSK. Il est recommandé chez l'immunodéprimé, alors que le Zostavax était contre-indiqué parce que c'était un vaccin vivant. Là, il est recommandé chez l'immunodéprimé avec une efficacité vaccinale qui est quand même très intéressante, conservé chez l'immunodéprimé. Et donc, on va pouvoir le proposer, et ça, ce sont les recommandations de cette année, chez le plus de 18 ans immunodéprimé, dont le patient atteint de cancer, immunodéprimé, parce qu'il y a un projet, par exemple, en pré-greffe pulmonaire ou avant l'instauration d'un immunosuppresseur, mais y compris sous immunosuppresseur, et pour la population générale à partir de 65 ans. Il faudra attendre 1 an entre un épisode de zona ou l'injection du vaccin vivant éventuel. La coqueluche, je l'ai déjà dit. Je pense que j'ai dû faire des petits copier-coller. Excusez-moi. Un dernier petit mot. Qu'est-ce qu'on peut identifier comme frein à la vaccination? Alors, l'OMS a listé en 2019 les 10 menaces menaçant la santé mondiale. Et globalement, parmi ces 10 menaces, on retrouvait l'hésitation vaccinale avec 2 à 3 millions de décès par an, dont 1,5 million évitables si on avait une couverture vaccinale qui s'améliorait, ce qui est quand même absolument majeur et qui nécessite clairement qu'on s'en occupe. Et si on regarde la position de la France par rapport à d'autres pays, ça c'est l'acceptation, enfin le taux de vaccination en fonction des pays du globe. Et on voit que globalement, en rouge, c'est quand on n'est pas très bien vacciné. En vert, c'est quand il y a une proportion de la population qui est bien vaccinée. Et vous voyez que la France, on est clairement plutôt mauvais élève, à moins de 50%, alors même que les mesures d'incitation à la vaccination étaient quand même assez fortes. Donc, comment faire? Alors, il faut probablement
différencier la défiance et l'hésitation. La défiance, c'est quand vraiment il y a un manque de confiance, c'est vraiment une crainte qui est alimentée par le soupçon, alors que l'hésitation, c'est plutôt l'indécision et le moment où on s'arrête et où finalement on ne prend pas cette décision. En tout cas, ces comportements vont être influencés par beaucoup de facteurs qu'on ne va pas développer là, mais qui globalement résultent d'une perte de confiance vis-à-vis des professionnels, des autorités ou des questionnements qui ne sont pas bien résolus sur l'utilité des vaccins ou sur leur accessibilité. Maintenant qu'on a dit ça, on peut aussi regarder ce qui se passe au sein des professionnels de santé. Et clairement, dans cette petite étude qui a été faite chez des professionnels de santé concernant leurs intentions de vaccination vis-à-vis de la grippe, donc avec un vaccin disponible gratuit, dans cette étude, il y avait des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Mais en fait, on retrouvait des raisons d'intention de vaccination qui sont voilà, pour me protéger, pour protéger ma famille. Et puis en fait, des intentions de non-vaccination qui étaient quand même assez faciles, je pense, à, à résoudre, telles que le jamais malade de la grippe, la peur des effets indésirables graves. En revanche, finalement, le fait que le vaccin grippal soit peu efficace, ce qui est une réalité, arrivait tout en bas. Donc, clairement, il faut aussi, au sein de notre communauté de professionnels de santé, qu'on s'améliore sur ce point. Alors, comment on peut s'améliorer? Donc, je fais référence à un article qui a été publié dans la lignée du guide de vaccination par Jacques Gaillard et qui est vraiment très bien fait et qui est construit en 3 axes. D'une part, redonner du crédit à la vaccination auprès des professionnels de santé pour les patients hésitants, voire les patients défiants. Et clairement, il y a plusieurs études qui montrent que quand le professionnel de santé est convaincu, en fait, il convainc son patient. Donc, c'est probablement avant tout auprès des médecins, pharmaciens, infirmiers qu'il faut travailler. Le pneumologue, on est convaincu qu'il faut l'impliquer et intégrer la vaccination dans la pratique courante et pas reléguer ce rôle toujours au médecin généraliste qui fait plein d'autres choses. Mais clairement, la vaccination contre les infections respiratoires, c'est le rôle du pneumologue justement parce que ça fait partie de la prise en charge globale. Et puis, bien sûr, on a toujours des patients hésitants, voire parfois hostiles, et il est toujours, bien sûr, facile de dire qu'il faut l'écouter, communiquer, informer, tout ça dans un temps de consultation où on doit aussi le soigner. Mais peut-être que finalement, ce rôle peut être fait par le médecin, par le pneumologue, mais également par d'autres. Et on a maintenant depuis peu, et moi je regarde ça avec beaucoup d'optimisme, un élargissement des compétences vaccinales qui est encadré et des vaccins qui peuvent être prescrits et administrés pour la plupart. Et c'est le cas, par exemple, vous le voyez, des vaccins coqueluche, des vaccins pneumocoques, des vaccins grippe et probablement du vaccin, voilà, et du vaccin Zona par des pharmaciens, par des infirmiers, par des sages-femmes. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir tous s'y mettre pour mieux protéger nos patients. Et on en arrive à ma conclusion. Globalement, j'espère vous avoir convaincu que les patients qui sont suivis en pneumologie sont pour des raisons diverses, mais finalement qui se rejoignent toutes, à risque d'infections respiratoires, mais également de zona, qu'il faut les protéger de ces infections qui vont être délétères sur le moment, mais aussi au cours de leur maladie. Clairement, il faut que ces vaccins s'adaptent à l'épidémiologie. C'est le cas de la grippe tous les ans, avec la sortie du vaccin haute dose quand il sera disponible, pas cette année, mais on espère l'année prochaine. Pour le PCV20 en une injection, le Covid, le VRS. Mais tout ça, c'est parfait, mais c'est inutile si on ne le prescrit pas. Donc, c'est en ça que on a fait ça, c'est une petite slide récapitulative que j'ai glissée de force à mes internes dans leur blouse pour qu'ils se souviennent des vaccins à faire chez nos différents patients.
Et c'est aussi pour ça qu'on travaille activement avec Claire, avec, tous les membres du GREPI, mais également avec, la Société de pathologie infectieuse, la SPILF, également la Société française de microbiologie, à l'actualisation du guide pratique de vaccination en pneumologie. Vous pouvez retrouver ce guide dans sa version 2020 sur le site de la SPLF. C'est totalement gratuit. Et également dans la revue des maladies respiratoires Actualité. C'est un guide qui est articulé en trois parties. Une partie pathogène, où on peut avoir les différents pathogènes, comment sont faits les vaccins, les différents vaccins disponibles. Une partie par pathologie, donc si on veut savoir comment vacciner, comment bien vacciner mon patient transplanté pulmonaire ou atteint de PID, par exemple. Et puis des questions générales qui initialement étaient pas très nombreuses et en fait qui se sont étoffées au fur et à mesure des réunions. Et en fait, on se rend compte qu'elles sont bien pratiques. Par exemple, que faire chez un patient sous anticoagulant ou que faire chez un patient qui ne se souvient pas de ses dates de vaccination. Et donc, on est en train de l'actualiser en ajoutant le VRS, le zona, le Covid, enfin, pour essayer de proposer un document facile avec tout le groupe de travail. Et vous voyez qu'ils sont nombreux. Voilà, je vous remercie de votre attention. À disposition pour les questions. Je n'avais pas réactivé mon son. Merci, beaucoup Élodie, c'était très complet. Je pense que tu as bien présenté l'ensemble des vaccins et puis de l'ouverture vers ce qui va arriver. Il y a pas mal on peut être très content parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir, qui vont sortir, beaucoup de choses qui changent. Mais j'aime bien dans ta conclusion de dire: «Bah, tout ça, c'est très bien, mais si on ne les utilise pas, de toute façon, ça ne change rien pour nos patients». Ça, c'est fondamental. Je vois une main qui s'est levée, donc je vais laisser la parole à Jacques Brouard. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup, Madame Blanchard, pour ce très beau topo. Moi, je suis pneumopédiatre, mais on voit beaucoup quand même de pathologies pulmonaires en pédiatrie également, donc je suis complètement en accord avec vous. Juste pour le pneumocoque, quand même, c'est sous-estimé le poids chez l'enfant. Les chiffres, les premières diapos sont sous-estimés énormément. Parce que les bactériémies lors des pneumonies à pneumocoque chez l'enfant, c'est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que vraiment, c'est un biais énorme. Donc, le problème du pneumocoque est beaucoup plus important chez l'enfant. Et en effet, ça a été très bien expliqué, la pression vaccinale change l'épidémiologie. Mais j'ai posé la question je dirais, aux stars de l'infectiologie. J'ai dit, mais pourquoi on modifie pas complètement les valences pour oublier celles qui n'existent plus pour en mettre d'autres, parce qu'il y a un problème de nombre de valences dans le vaccin. Vraiment, 20 valences, je pense qu'on commence à atteindre le maximum de la tolérance locale, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait les vaccins du pneumocoque conjugués, c'est quand même très réactogène localement. Donc ça, ils m'ont répondu non, parce que ça va revenir. Donc on est toujours un peu embêté, parce que bah, pour avoir les 100 différentes sérotypes, ça va être encore un peu long. Donc, il faut toujours être très vigilant, ça c'est sûr. Mon deuxième point, c'est l'hémophilus. L'hémophilus revient malgré la vaccination et l'hémophilus B, mais il y a aussi le A. Et vous avez bien insisté sur les non typables. En effet, c'est un problème parce que le HIB, le vaccin HIB ne tape pas dessus. Mais même le HIB revient. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille être si opposé à ça. Sur le côté pédiatrique, je dirais que il faut quand même insister sur la rougeole aussi pour les adultes, pour les mises à jour de la vaccination anti-rougeoleuse, que nous avons régulièrement des épidémies et ça donne des gros dégâts pulmonaires. Donc, je pense que la rougeole, il faut remettre une alerte en train de dire, voyez le calendrier vaccinal de vos patients et parce que bah, ceux de 60 ans et tout ça, est-ce qu'ils ont eu la rougeole? Peut-être, mais peut-être revoir ça chez les patients qui ont des soucis. Donc, c'était un petit peu mes petits points pédiatriques, mais merci beaucoup pour votre topo. Oui, si je voulais insister également, la grippe chez l'enfant, elle n'est pas du tout assez faite. Et nous avons les recommandations, en effet, HRS sur la vaccination antigrippale chez l'enfant.
on a pris énormément de retard par rapport aux Américains. La vaccination antigrippale chez l'enfant, il faut la faire beaucoup plus largement que ce qui est fait actuellement, parce que on a quand même des chiffres d'hospitalisation très importantes. Voilà, c'était un peu ma Mm. coloration pédiatrique. Je ne sais pas si dans votre staff, vous avez un pneumopédiatre, mais ça aurait été utile peut-être de- d'avoir cette coloration. Merci beaucoup en tout cas. Merci de vos commentaires. Effectivement, on s'est posé la question alors pour la première version et on s'est reposé la question pour la deuxième. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, on s'est dit quand même la vaccination en pédiatrie, c'est extrêmement bien codifié quand même. Et on avait peur de trop, comment dire, flouter le message en se disant que finalement, il y avait quand même un distinguo entre l'enfant et l'adulte pour ce qui est des vaccinations. Et donc, on a choisi de rester comme ça, assez dichotomique. Mais effectivement, c'est un choix qui a été fait, mais qui est discutable. En tout cas, tout à fait d'accord avec vous sur la sous-utilisation de la grippe et tout à fait d'accord sur la question de la rougeole. Mais alors, c'est vrai que je pense qu'on sera heureux quand les pneumologues vaccineront pneumocoque et grippe. Euh, je ne veux pas dire qu'il est illusoire d'imaginer qu'ils vaccinent rougeole, mais je crois que il, il faut qu'on fasse de temps en temps des choix un peu euh, prioritaires, j'ai envie de dire. Et le risque était déjà que l'on masque un peu, enfin que l'on floute encore une fois le message. On a quand même choisi de parler du zona parce qu'on a quand même plusieurs études qui ont montré un surrisque associé à des maladies respiratoires chroniques ou à l'immunodépression. Mais enfin, je partage tout à fait vos points de vue là-dessus. Et sur Hémophilus, oui, c'est sûr que à suivre quand même, parce que la situation évolue pas mal. Alors, il y avait une autre main levée, c'était Bonjour, Jean-Claude Sirat. Bonjour, je ne suis pas clinicien, hein, tout d'abord, je tiens à me signaler, je suis scientifique. J'ai deux questions. La première, c'est sur les tests qui ont été réalisés avec ces différents vaccins pour leur évaluation, on va dire, immunogénique ou immunologique. Parce qu'il y a des études qui ont été faites sur ces patients qui ont transplanté, qui ont un cancer, et voir comment la réponse se fait par rapport à on va dire, un individu sain, qu'il soit Mm. jeune ou moins jeune. Tout à fait. Alors, de façon variable selon les différents vaccins. Par exemple, pour ce qui est des vaccins pneumocoques, ce sont des mesures de moyenne géométrique en opsonophagocytose qui sont faites pour les différents sérotypes de pneumocoques. Pour le Covid, c'était des sérologies avec ce fameux titre en BAU, mais également en titre d'anticorps neutralisant. Donc, effectivement, on a différentes études dans différentes configurations avec différentes molécules immunosuppressives. Ce qui est sûr, c'est que ce que l'on voit en clinique est quand même assez corrélé à ce que l'on voit en termes de réponse vaccinale et en termes de titres d'anticorps neutralisants. Pour ce qui est du Covid, par exemple, hein. Et typiquement, les patients transplantés, notamment pulmonaires, pour ce que je connais le mieux, ont une réponse vaccinale Covid qui est quasi nulle, hein. Et c'est ceux-là qui faisaient les formes de Covid les plus graves. Donc effectivement, on a tout ça. Bien sûr, ce qui manque en fait, typiquement pour le VRS, moi je sens qu'on va être un peu frustré quand même parce que c'est clairement la population des immunodéprimés qui est la plus à risque d'infection à VRS. Et donc ces patients ont été exclus des études. Et c'est bien logique, c'est que quand les industriels veulent développer leur vaccin, ils ne vont pas le faire dans une population qui ne va pas bien répondre. Mais pour autant, c'est quand même une population cible et donc les études vont venir un peu après. Donc, on est un peu dans une ambivalence où on démarre le développement d'un vaccin dans une population large, j'ai envie de dire, qui va bien répondre. On va pouvoir développer facilement le vaccin. Et ensuite, on va faire des études un petit peu plus précises chez les immunodéprimés. D'accord. Et ma deuxième question, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est au regard du portage rhinopharyngé, hein. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup aux bactéries, hein, au laboratoire. Et donc, pour pneumocoque et Bordetella pertussis, hein, c'est deux agents qui colonisent
assez facilement le rhinopharynx de façon asymptomatique. Qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité vaccinale sur ce portage et est-ce qu'il y a vraiment des études, on va dire, solides qui permettent de valider un effet sur le portage? Alors, pour ce que je connais, moi je ne suis pas scientifique, vraiment clinicienne. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin non conjugué, il n'a aucun effet sur le portage. Donc le vaccin polysaccharidique 23 valences, celui-ci, il a pas d'effet. Ça a bien été démontré. En revanche, le vaccin conjugué diminue nettement le portage. Il y a des études qui vont en ce sens. Euh, pour ce qui est de la coqueluche, en revanche, je suis moins à l'aise sur le sujet. Euh, pour moi, il n'y a pas de portage non plus, mais je ne voudrais pas dire de bêtises sur ce. Donc, je ne m'aventurerai pas plus loin que ça. D'accord, merci encore, hein, c'était une super présentation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Élodie? J'espère que vous êtes tous convaincus, vaccination, vaccination. Et puis je te remercie aussi pour la partie pour essayer, entre guillemets, d'avoir des arguments et comment faire face aux patients et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident Non. de leur parler vaccination et là, clairement, à chaque fois, le covid, c'est ce qui revient le plus en ce moment, c'est faut vraiment le covid. Alors moi, j'avais Mm. une petite question, tu vois, sur la vaccination au covid justement. Donc on dit tous les 6 mois, voire toi tous les 3 mois, en sachant que, les campagnes de vaccination sont maintenant terminées. Enfin la campagne, et la prochaine est à l'automne. Quid, de si on veut vacciner un de nos patients, par exemple, parce qu'il va être immunodéprimé avant un traitement, une chimio, parce qu'il est fragile et cetera. Les pharmaciens peuvent quand même commander? Parce que certains pharmaciens ont l'air de dire: «C'est plus la saison», c'est ce qu'ils répondent aux patients, «vous reviendrez à l'automne». Alors, en tout cas, la campagne de printemps a été élargie jusqu'au 15 juillet. Donc là, les pharmaciens peuvent encore commander jusqu'au 15 juillet sur le portail, comme j'ai envie de dire, via la DGS. Ça, c'est dans le cadre de la campagne de vaccination printemps 2024, donc élargie au 15 juillet. Et pour ce qui va se passer après le 15 juillet, à ma connaissance, ça ne se passe pas par l'intermédiaire du portail, mais c'est quand Ils même peuvent possible de commander. je pense que ça, c'est un message important parce qu'il y a des pharmacies qui se posent pas de questions, en fait, hein, Oui, tout à fait. donc gardez en tête qu'on peut vacciner contre la covid à n'importe quel moment de l'année. Après forcément, ils ont plus entre guillemets «de stock» parce qu'ils commandent via le portail sur les périodes entre guillemets «de campagne de vaccination», Mm. mais on peut vacciner toute l'année et Mm. j'avais écouté un super topo de ça y est, moi j'ai son nom sur le bout de la langue et qui travaille à Lyon, qui est microbio. Linda, peut-être, non? Hein? Pas Bruno, Linda? Non? Oui, voilà, de Bruno Lina, qui, était, un peu fou de ces campagnes de vaccination extrêmement ciblées. Mm. Parce que comme c'est finalement, il y a pas un pic épidémique comme la grippe, on en a toute l'année et si tout le monde est vacciné tout le temps en même temps, bah, finalement, on a une diminution tous en même temps Tout de à notre fait. réponse vaccinale et on devrait vraiment vacciner au fil de l'eau comme on fait pour le pneumocoque. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec ça. Donc ça, c'est vrai que moi, j'hésite pas, hein. Les patients, ils me demandent où on en est. Vous êtes à vos 6 mois, ils sont à risque. On y va, on se pose pas la question de: «Faut attendre, l'automne» ou la campagne de printemps et à la limite, C'est c'est aussi vrai que dans ces cas-là, il vaut mieux faire une prescription. Ça oui, évite oui, oui, non, mais c'est ce que je fais. de se casser le nez. Ouais. Mm. Ouais, parce que sinon, de toute façon, c'est un refus de Ouais. la Mm. alors, Jacques, c'est une nouvelle question Oui, ou oui, c'était alors pas de juste, problème. voilà, c'était juste pour dire que j'avais posé la question hier à mon pharmacien. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus commander, mais qu'ils avaient la plupart avaient encore des stocks, mais qu'ils ne pouvaient plus commander sur le portail. Alors, j'ai pas la même Ah, information donc que Madame d'accord. Blanchard. C'était un pharmacien qui est assez dynamique dans la vaccination. Donc, je suis pas sûr que ça soit bon. C'est Bah, peut-être que c'est ouvert jusqu'au 15 juillet, mais j'avais vu passer l'extension parce que la ah bon, campagne a été plutôt un flop, mais oui, Oui, c'est ça. c'est aussi bon. pour ça que je t'avais posé la question un peu de manière un peu enfin, provoquer la réponse. Ah oui, je me posais la même question aussi. Bon, on n'a pas tout à fait la même loge. Et sinon, je voulais poser la question sur le vaccin combiné ARN grippe et Covid, qui est également Moderna, d'après Oui.
mes souvenirs. Peut-être qu'ils vont mettre le VRS en plus, mais il a passé le FDA, je crois, en tout cas ARN et grippe et Covid. Je crois qu'aux États-Unis, ils vont bientôt l'avoir, hein. Alors, je ne sais pas. En tout cas, il y avait une communication hier soir, je crois, que j'ai loupée sur le sujet. Donc, je suis pas aussi up-to-date que ça. OK. Oh, c'était hier soir, je pense qu'on C'était peut hier te soir, ouais. pardonner. Non, non, bah, en tout cas, on est à 13h57, on est dans les temps. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse reprendre le boulot, à l'heure. Gardez en tête tous alors vous avez des questions, je pense qu'Élodie, elle Oui, reste avec toujours plaisir. facilement joignable. Mm. La 2e chose, c'est qu'on peut revoir en replay pour les membres de la FHU sur la chaîne YouTube, si tu es d'accord. C'est que pour les professionnels de santé, hein. Tout à fait. Donc voilà, et c'est souvent pré-revu parce que c'est vrai que même si c'est, le Mm. midi et compagnie et cetera, bah, on a tous des plannings, assez chargés. Mais très clairement, il y a toujours la possibilité de revoir, de réécouter si on a eu un doute, si on n'était pas sûr. Et puis, donc je remercie vraiment très chaleureusement Élodie, pour sa participation à nos conférences du dernier mardi du mois. Si tu as envie de venir en tant qu'auditrice, tu es la bienvenue, pour Super. les prochaines. Et la prochaine, c'est donc, le professeur Laurent Boyer. Alors on change complètement de sujet, même si on est sur les maladies respiratoires, chroniques, et là, on va parler sénescence cellulaire et régénération alvéolaire. Et donc rendez-vous le 24 septembre à 13h. Et puis un grand merci encore à Merci à Élodie, vous, merci à vous. Bonne et journée. une À bonne bientôt. après-midi à tous et un bon courage pour le boulot.